Je suis très heureux de présenter aujourd'hui, d'introduire aujourd'hui cette session HBV Cure Science 101 au nom de ISHBV, la Coalition internationale pour l'élimination du virus de l'hépatite B. Je suis professeur de pathologie et gastroentérologie à l'Université de Lyon et je suis aussi membre du governing board de ISHBV. Ça sont mes conflits d'intérêts. On va commencer en discutant pourquoi une cure pour l'hépatite B. L'hépatite B reste un problème de santé publique très important dans le monde, avec plus que 800 000 morts chaque année, 250 millions de porteurs chroniques, et surtout une cascade de diagnostics et traitements très mauvais, avec une petite minorité de patients qui sont diagnostiqués et traités dans le monde. Et ça rend très, très difficile, très compliqué d'attendre l'objectif fixé par le WHO en 2016 d'arriver à l'élimination de tous les hépatites virales comme problème de santé publique global avant 2030. Dans le cas de l'hépatite B, on a des médicaments qui sont actifs et bien tolérés, mais il faut les donner pour très longtemps et la suppression virale n'est pas complète. Il y a un risque d'effectivité résiduelle et surtout, il y a un risque résiduel de développement de cancer du foie. Développer une cure, des nouveaux médicaments capables de curer l'infection, ça va être très important pour supérer les limitations des traitements actuels, pour accélérer la réduction de l'incidence de VHB, de l'infection VHB, pour diminuer le risque de carcinome et pour atteindre les objectifs de WHO. Mais on va voir plusieurs défis très importants. Le premier, c'est la réponse immunitaire au virus de l'hépatite B qui est très défectueuse. Le foie est un organe très immunosuppresseur. Le virus épuise les réponses immunitaires. On aura besoin de rééduquer le micro-environnement hépatique, entraîner le système immunitaire pour éliminer le virus. Et ça va être très, très difficile. Le deuxième défi est porté par le virus lui-même, par l'ADN-CCC. C'est la molécule clé du cycle viral. C'est l'ennemi public numéro 1. C'est le modèle pour la transcription de tous les transcrits génomiques et subgénomiques du virus. C'est organisé comme un mini-chromosome et sa transcription est réglée par des mécanismes épigénétiques exactement comme les chromosomes de l'homme. L'ADN-CCC est responsable pour la persistance virale parce qu'il y a une vie longue et parce qu'il y a une réformation continue de molécules d'ADN-CCC. On sait qu'il y a des signaux du système immunitaire et des cytokines qui sont capables de diminuer la stabilité de l'ADN-CCC et sa transcription. Dans ce contexte, le soi-disant contrôle immunitaire de l'infection VHB et le contrôle épigénétique de l'ADN-CCC sont, si pas exactement la même chose, au moins ils se chevauchent largement. Le troisième défi est posé par le virus Delta, le satellite du virus de VHB, parce que le virus est capable de forcer la polymérase 2 d'élote, l'RNA polymérase 2 d'élote, pour travailler sur son génome ARN. Et ça fait qu'on n'a pas une cible directe de réplicase virale qu'on peut inhiber pour le traitement. On a différents niveaux de cure, on définit différents niveaux de cure. La cure fonctionnelle ou functional cure est définie par la perte de l'HDS avec au sein séroconversion de l'HDS, indétectabilité de l'ADN viral dans le sérum, mais persistance de petits niveaux d'ADN-CCC dans le foie qui sont contrôlés par des mécanismes immunitaires ou épigénétiques. Si on atteint une cure fonctionnelle, on peut arrêter les traitements mais il y a toujours un risque potentiel de réactivation dans certaines conditions. Si au contraire, on attend une cure complète avec élimination totale de l'ADN-CCC dans le foie, on n'a plus de risque de réactivation. Et le même, il y a si on a une cure stérilisante avec l'élimination pas simplement de l'ADN-CCC, mais aussi de toutes les séquences VHB intégrées dans le génome des cellules de l'homme. On dit toujours qu'une cure fonctionnelle est faisable et c'est un objectif raisonnable. Par contre, au moins qu'il y a des nouvelles découvertes très importantes, thérapeutiques ou physiopathologiques, attendre une cure complète, une cure stérilisante, ça va être beaucoup plus difficile et va prendre beaucoup plus de temps. Un aspect très important lié à la cure de l'hépatite B,
c'est aujourd'hui la validation de nouveaux biomarqueurs comme la corrélité d'antigènes et les ARN virales circulants pour leur capacité de évaluer l'engagement de la cible et la prédiction des endpoints thérapeutiques pour chacun des nouveaux médicaments qu'on est en train de développer. L'intérêt autour de cette problématique est souligné par l'organisation de workshops sur les biomarqueurs BHB par ICBD, et vous êtes tous invités à participer le 5 ou le 12 octobre. Le domaine du développement de nouveaux médicaments pour le virus de l'hépatite B est très dynamique et très compétitif. On a beaucoup de nouvelles molécules qui sont en train d'être développées, qui ciblent la NCCC, ou les autres moments du cycle viral, l'entrée du virus, les transcrits virales, la protéine corps et les capsides, la polymérase virale ou les particules sous-virales, en particulier les particules HBS. Il y a aussi la possibilité d'une immunomodulation indirecte si on arrive à réduire les niveaux de protéines virales qui sont impliqués dans la dysfonction immunitaire. Les petites toiles oranges marquent les groupes de médicaments et les mécanismes pour lesquels il y a au moins une molécule en développement clinique. Et ici, sur la gauche, maintenant, vous avez une liste de médicaments avec les différents mécanismes et leur stade de développement clinique. Il y a beaucoup d'approches de immunomodulation directe qui visent l'immunité adaptative ou l'immunité innée avec plusieurs médicaments en développement. Et ici, sur la droite, de nouveau, vous avez les médicaments qui sont amenés ont été amenés déjà dans les essais cliniques. Si on parle de ADN-CCC, de cibler l'ADN-CCC, on a deux objectifs principaux, comme j'ai déjà dit. C'est l'élimination de l'ADN-CCC pour avoir une cure complète, ou le silencement de l'ADN-CCC, l'inhibition totale de sa transcription pour arriver à une cure fonctionnelle. Et si on se focalise sur la clearance de l'ADN-CCC, on peut viser une diminution de sa formation, une élimination sans mort cellulaire des hépatocytes infectés de l'ADN-CCC par l'intermédiaire de cytokines, par des techniques d'édition du génome viral ou par des petites molécules qui sont capables de déstabiliser l'ADN-CCC. On peut aussi agir sur le turnover des hépatocytes, augmenter le turnover des hépatocytes, parce que ça a été démontré être efficace dans des modèles expérimentaux, mais chez les patients, il faut faire attention parce qu'il y a le risque de décompensation hépatique. Et aussi pour les autres mécanismes que j'ai décrits, il y a quand même des doutes sur encore et des problèmes à régler sur l'efficacité ou sur la sécurité de ces médicaments. Et en particulier, il faut être sûr d'éliminer tout l'ADN-CCC parce que si ça reste une molécule résiduelle, ça va déclencher une reprise de la réplication. Il y a toujours, si on n'élimine pas toutes les molécules, la possibilité de générer un pool de molécules ADN-CCC protégées, résistantes à tout traitement. Dans le cas de la cure fonctionnelle, functional cure, on a plusieurs approches qui peuvent être organisées en trois mécanismes. Une inhibition de la réplication virale, une diminution de la charge antigénique, une rééducation du microenvironnement hépatique ou une augmentation directe de la réponse immunitaire. Je vais vous montrer quelques exemples. Dans le cas des médicaments qui ciblent la cellule hôte, on a le Mifdex, c'est un inhibiteur de l'entrée virale parce qu'il vise l'interaction entre le virus et son récepteur, la molécule NTCP. C'est un lipopeptide de synthèse chimique dérivé de la séquence précédente de l'enveloppe virale. Il inhibe l'infection de nouveaux hépatocytes et la diffusion du virus dans le foie. Il est actif vers le VHB et le VHD. En clinique même, il y a des résultats très intéressants pour le VHD. C'est relativement bien toléré chez les patients.
Le deuxième exemple, c'est une molécule qui vise directement le virus, c'est les small interfering RNA, les petits ARN interférents. Il cible tous les ARN viraux, il inhibe la réplication virale et même si ça arrête d'être produit chez les patients, il y a un effet indirect de modulation parce qu'il est possible parce qu'il réduit très fortement l'HBS. Il y a plusieurs plateformes pour pour les délivrer par voie intraveineuse ou sous-cutanée. On arrive à avoir des diminutions très intéressantes des niveaux d'HBS chez tous les patients, dans toutes les phases de la maladie. Ils ont été utilisés avec succès pour faire un priming avant de donner des immunomodulateurs directs dans des modèles précliniques. Et chez les patients, aujourd'hui, sont déjà donnés en combinaison avec les inhibiteurs des capsides ou capsides CPM et les analogues nucléotidiques, les NUC. Le troisième exemple, c'est justement les modulateurs de l'assemblage des capsides, le CAM. Il vise l'assemblage de la protéine corps et le packaging de l'ARN progénomique dans les capsides. Le mécanisme d'action, c'est l'inhibition de la réplication virale parce qu'il n'y a plus de capsides viables contenant ARN pour la rétrotranscription, mais il y a aussi un effet indirect sur l'ADN CCC parce qu'il bloque le recycling pour la formation de nouveaux ADN CCC, il prévient la formation de l'ADN CCC dans les cellules qui viennent d'être infectées. Il y a plusieurs composants en évaluation. Dans le box vert, où vous avez une liste, ils sont donnés par voie orale. La combinaison avec les NUC augmente énormément leur capacité, leur efficacité. Il y a quand même un risque de non-réponse primaire et de résistance. Ils sont donnés en monothérapie. Les effets collatéraux sont relativement modestes, même s'il y a eu quelques cas de flares importants. Le dernier exemple, c'est les agonistes téléroïdes. C'est un exemple de médicament qui stimule le système immunitaire. La molécule plus développée, le GS9688, est déjà en phase 2. Il agit par stimulation des cellules immunitaires, production de cytokines et induction de défense intracellulaire contre le virus comme le NR4B ou le CIRF5-7 qui à leur tour sont capables de bloquer le VHB. Un mot sur le delta. Il y a des molécules qui sont les mêmes développées par le virus de l'hépatite B, le Viculex, les NAPS, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais il y a aussi des molécules qui visent directement les protéines du delta et sa prolifération, comme le nafenib. Et très récemment, on a démontré que les inhibiteurs du bromodomaine de la protéine base de B, qui fait part d'un complexe de remodélage de la chromatine recruté sous la ribonucléine de delta, est capable de réduire la réplication de delta de 2 logs. Et ça, c'est le premier exemple d'un potentiel médicament capable de cibler directement la ribonucléine virale. Le futur de la cure pour le VHB est la combinaison des différentes molécules avec différents mécanismes. La chose qu'on ne sait pas encore, si on a besoin des 3 classes, si on peut mettre une molécule, plus qu'une molécule d'une classe, ou même 2 molécules de la même catégorie. Il faudra les mélanger, faire des essais cliniques et voir le résultat. Est-ce qu'on pourra arriver à une cure de l'hépatite B sans immunomodulateurs des immunomodulateurs oui, à 2 conditions. Si la vie de la DCC est plus courte que ce qu'on pensait, il y a quelques indications dans ce sens. Et si la diminution de l'HBS est capable de induire une réponse immunitaire suffisante pour contrôler le virus ou éliminer le virus. Dans tous les cas, la cure, ça va être relativement plus longue que pour l'hépatite C, en moins un an, avec les estimations actuelles. Et il y aura besoin de développer des molécules relativement sûres, exceptionnellement sûres. Enfin, je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails ici, mais je vous invite à aller sur le site www.epatite
wicehbv.org pour avoir plus d'informations sur IGBV et ses objectifs et ses actions. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour mon français. J'ai fait l'effort de vous faire la présentation en français, mais je ne suis pas complètement francophone. Merci encore.